La reconstruction d'Haïti, un regard endogène sur la contribution de la diaspora. Il n'est pas exagéré de dire que la diaspora haïtienne joue un rôle crucial dans l'économie nationale. Ce n'est pas non plus un discours politique. Nombreux sont les économistes haïtiens comme Christian Farel, Lydie Laboussière, Inomi Germain et autres, à l'avoir démontré à plusieurs reprises dans leurs interventions publiques et analyses. Les transferts d'argent envoyés par les Haïtiens vivant à l'étranger permettent à des milliers de familles de subvenir à leurs besoins quotidiens. Selon le rapport le plus récent de la Banque de la République d'Haïti, BRH, ces envois dépassent les 3 milliards de dollars américains par an et représentent près de 20% du PIB. Nous rappelons que sans ce soutien, de nombreux enfants ne pourraient pas aller à l'école et bien des foyers seraient incapables de payer leur loyer ou de se nourrir correctement. Dans une interview accordée à Enquête Action en juin 2020, Lydie Laboussière souligne « C'est la plus importante somme d'argent de notre économie. Elle permet même parfois de faire des importations. » Alors, pourquoi cette méfiance envers la diaspora? Est-ce un héritage historique? Intéressons-nous maintenant à une réalité troublante. La méfiance persistante envers les membres de la diaspora, bien que ceux-ci contribuent de manière significative à la vie économique et sociale du pays, et malgré la gratitude exprimée pour leur soutien financier envers leur foyer, il s'agit également de questionner l'apport de cette diaspora au poste électif de haute responsabilité. Ce rejet n'est pas nouveau. Il prend racine dans l'histoire fondatrice d'Haïti, que ce soit dans la déclaration de l'indépendance et même dans la Constitution de 1805. En effet, Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation, exprime clairement la volonté de confier la gouvernance du nouvel État aux enfants du pays, nés sur la terre-mère, n'ayant jamais renoncé à leur nationalité. Même si les constitutions qui ont suivi ont évolué sur bien des points, ce principe fondamental d'exclusion de citoyens nés hors de la terre d'Haïti, de la sphère politique centrale, est resté inchangé. On peut y voir une forme de protectionnisme identitaire, un souci d'ancrer le pouvoir entre les mains de ceux qui vivent et souffrent quotidiennement les réalités du pays. Mais cela pose aussi une question cruciale. Comment espérer reconstruire un État solide tout en marginalisant une partie de sa propre force vive? Comme l'explique l'historien haïtien Michel Hector, notre conception de la citoyenneté reste marquée par une peur de la dilution nationale. Pourtant, dans un monde globalisé, cette posture devient de plus en plus difficile à défendre rationnellement. Alors, faut-il continuer à bloquer l'accès politique aux membres de la diaspora? La question mérite d'être posée avec sérieux. Doit-on continuer à empêcher les Haïtiens vivant à l'étranger ou ayant acquis une nationalité autre d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État? À première vue, le processus de naturalisation implique l'abandon, même partiel, d'une identité pour s'inscrire dans un autre récit national, une autre culture, une autre vision de vivre ensemble. Mais à rebours, si un citoyen naturalisé ailleurs ou né sur une autre terre souhaite jouer un rôle dans la chose publique ici, il est légitime d'exiger une forme de ce que j'appellerais réhaïtianisation. Un ancrage renouvelé dans l'histoire, les valeurs, les luttes et les aspirations du peuple haïtien. Ce ne serait pas une punition, mais une démarche de cohérence. Haïti n'est pas un pays comme les autres. Elle est la seule nation noire issue d'une révolution victorieuse contre l'esclavage et le colonialisme, une exception dans l'histoire mondiale. Or, les forces qui dominaient hier n'ont pas abdiqué. Elles œuvrent encore sous d'autres formes à affaiblir cette mémoire et à faire regretter l'audace d'un peuple qui a osé briser les chaînes. Dans ce contexte, ceux qui veulent intégrer les sphères décisionnelles du pays doivent porter consciemment ce legs historique, le respecter, le prolonger. La loyauté ne se mesure pas seulement à un passeport, mais à l'engagement profond envers la mission historique d'Haïti,
envers son peuple, envers sa souveraineté. Entre compétences et échecs, c'est une question de contexte, disons-nous. C'est un autre point de vue souvent soulevé dans les discussions sur la reconstruction d'Haïti. C'est celui où les membres de la diaspora, disent certains, qui sont hautement diplômés et compétents à l'étranger, mais qui peinent à s'intégrer ou réussissent difficilement lorsqu'ils reviennent au pays. Ce constat bien réel mérite toutefois d'être nuancé. Soulignons d'entrée de jeu que l'échec n'est pas uniquement réservé aux expatriés. Nombreux ceux qui vivent et travaillent en Haïti, possédant une expertise solide, mais qui rencontrent les mêmes obstacles. Cela soulève une question profonde. N'existerait-il pas une forme de prédisposition à l'échec propre au contexte haïtien lui-même? En effet, l'éducation en Haïti est largement déconnectée de la réalité socio-économique et culturelle du pays. Elle forme selon des modèles étrangers sans tenir compte des dynamiques locales, de la langue, des savoirs pratiques et de la réalité du terrain. Le système éducatif reste souvent théorique, élitiste et déphasé. Or, un pays ne peut se développer sans une éducation et une administration enracinées dans sa propre culture. Haïti est un pays de chaleur humaine, de flexibilité, de relations orales et communautaires, ce qui contraste avec la froideur bureaucratique, le formalisme et la verticalité de nos institutions actuelles. Il devient donc crucial de penser un système éducatif et administratif endogène fondé sur les réalités du terroir, sur les pratiques locales, les valeurs collectives, la langue créole et une compréhension organique des besoins du pays. Comme l'écrivait l'intellectuel haïtien Louis-Joseph Janvier dès le 19e siècle, il faut faire une Haïti par les Haïtiens et pour les Haïtiens. Cela ne signifie pas qu'il faut fermer la porte à la modernité ou se couper du reste du monde. Il s'agit plutôt de bâtir un État enraciné dans sa culture, son système éducatif connecté à sa réalité, tout en restant ouvert aux mutations du monde contemporain. Il est donc tout à fait possible de s'ancrer localement tout en pensant globalement. Réussir en Haïti aujourd'hui, c'est poser des actes concrets. C'est être capable de transformer les idées en action, de tenir ses engagements, de faire bouger les lignes. Il ne s'agit plus de seulement de discours et d'intentions, mais de gestes clairs posés avec la volonté de changer la donne. Comment faire participer la diaspora de manière plus efficace à la vie économique du pays? Cette question nous renvoie directement au concept de transfert de compétences et à la nécessité d'un engagement collectif de toutes les forces vives de la nation. Il ne suffit plus que l'aide de la diaspora se limite au seul cadre familial. Le véritable enjeu est de penser les mécanismes pour élargir cet appui à des projets structurants d'intérêt national. Le nombre d'Haïtiens qui réussissent à l'étranger représente un capital humain, économique, intellectuel et culturel considérable. Comment mettre ce capital au service du développement d'Haïti? Toute la question est là. Comment l'articuler concrètement? Quel cadre, quelle structure, quelle politique pourrait faciliter un tel apport de manière durable et bénéfique pour tout le pays? En Haïti, on observe avec attention le comportement de notre diaspora, particulièrement celle des États-Unis, car elle est la plus importante en nombre et en impact. On se souvient de son rôle actif dans des moments de mobilisation clés. Par exemple, sa mobilisation contre le lien stigmatisant qui lie Haïti au VIH-Sida, ou encore son engagement farouche contre le coup d'État de 1991. On se rappelle des figures telles Père Géorges Jean Juste, de la chanteuse Farah Juste et autres. C'étaient des symboles forts de cette période. Cependant, nous constatons aujourd'hui une redéfinition de la mobilisation diasporique. La diaspora post-86, qui agissait en bloc avec des actions collectives fortes, semble aujourd'hui fragmentée en une multitude de micro-mouvements. Comment on dit en créole encore?
pissé gaillé, pas qui main. Cette dispersion empêche les grandes mobilisations unifiées d'autrefois. Comment alors retrouver cette force collective? Comment reconstruire une mobilisation structurée, influente, interconnectée, capable d'appuyer des actions concrètes pour Haïti? La transition numérique, mal exploitée, aurait pu offrir des outils puissants pour unir et organiser toute cette représentativité. Hélas, ce potentiel est en grande partie perdu. Il est peut-être temps de repenser la stratégie, de recréer le lien et le sens commun autour d'un projet national fédérateur. Merci.